Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je tiens à vous saluer dans Les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30 partenaire HubSpot, des entreprises ambitieuses, que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence. 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Ravi aujourd'hui d'être avec Camille Biscay de chez Pigment. Comment vas-tu, Camille ? Super, très contente d'être là, Gabriel, merci beaucoup. Au dernier épisode du podcast, nous étions avec Paul Montagutelli qui était en charge des sales et qui, dans une logique best-of-breed, utilisait Salesforce. Aujourd'hui, je suis avec Camille, Marketing Ops Manager, toujours chez Pigment. On va rentrer justement dans une logique un peu Ops, un peu plus technique que certains de nos numéros, entre autres parce que il va falloir creuser comment tu mets en place la relation entre HubSpot et Salesforce, comment tu harmonises tout ça. Il y a beaucoup de gens au marketing qui utilisent HubSpot, beaucoup de gens au sales qui utilisent Salesforce. Donc, tu es un peu la cheville ouvrière entre les deux. Et donc, on va creuser tout ça en profondeur de tout ce que tu fais pour rendre les données plus fiables, plus utilisables par chacun. Camille, attaquons directement les questions d'alignement marketing sales. Tu es au cœur de ces questions-là. Quels sont les enjeux chez vous là-dessus ? On a des enjeux qui sont pas forcément spécifiques à Pigment. Je pense que c'est des enjeux de beaucoup d'entreprises, notamment en B2B SaaS, qui est de casser les silos qui puissent exister entre les équipes marketing et les équipes commerciales. Très souvent, ce qu'on remarque, c'est que les équipes marketing savent pas vraiment comment fonctionnent les sales et vice-versa. En étant au milieu de ces deux univers-là, moi, mon rôle, c'est d'essayer de correctement transférer la donnée de ce qui se passe au marketing aux sales et correctement retranscrire ce qui se passe côté commercial au marketing pour qu'on ait un funnel qui soit fluide, qui ait la bonne vélocité et qu'on atteigne les objectifs de manière efficace. Alors, rentrons directement dans les détails. Tu as décrit deux parties, comment le marketing transmet la donnée aux sales et vice-versa. On va commencer par la première. Comment le marketing transmet la donnée aux sales. Tu as un usage assez avancé d'HubSpot pour ça, vu que tu as créé tes propres objets. Explique-nous tout ça et comment tu les utilises pour transmettre les données aussi. Ouais, c'est ça. En gros, côté marketing, l'équipe marketing va faire plein de choses pour activer les canaux dans le but de générer du pipe. Côté sales, les canaux activés sont nombreux, les assets partagés sont nombreux, on a du contenu, on a des webinars, on a des product tours, on a des événements. Quand un lead est créé dans HubSpot, il faut le qualifier correctement, ensuite le transférer côté commercial dans Salesforce. Déjà, il y a une jonction à gérer de la qualification du lead pour qu'elle soit appropriée pour les commerciaux. Et ensuite, il faut correctement synchroniser les deux CRM pour que le lead qui est qualifié arrive correctement dans Salesforce. Mais ça s'arrête pas là parce qu'une fois qu'un lead qualifié arrive dans Salesforce, il faut que le commercial qui va l'activer ait le plus d'informations possible sur ce lead pour l'activer correctement. Sinon, on fait des automatisations, des séquences automatisées qui ne sont absolument pas personnalisées par rapport au cheminement qu'a eu le lead et on a probablement des résultats qui sont un peu plus pauvres. Donc on a besoin côté commercial d'avoir un maximum de données et notamment un maximum de données sur les conversions qu'a fait le lead. Et c'est là que je crée des objets particuliers dans HubSpot qui sont des objets custom qui vont traquer tous les points de conversion d'un contact dans HubSpot, un téléchargement de contenu, une inscription à un événement, une participation à un événement, ce genre de choses. Et je vais les synchroniser dans Salesforce, aussi sur un objet custom, pour qu'il soit le plus visible possible par les commerciaux et avec certaines données clés comme quel type de conversion c'est. Est-ce que c'est un contenu? Est-ce que c'est un webinar? Quel est le nom du contenu? La date de la conversion? Le niveau d'engagement de cette conversion? Est-ce que c'est plutôt top funnel? Est-ce que c'est plutôt bottom funnel? Et ces informations-là vont être utilisées par les commerciaux pour activer les leads qualifiés. Et ça, c'était pas natif dans l'intégration que tu avais entre HubSpot et Salesforce? Non, nativement, HubSpot va synchroniser des objets standards de type contact, entreprise, deal
ou même des activités. Les activités potentiellement peuvent être synchronisées dans Salesforce, donc on aurait pu avoir nativement ces informations-là, mais elles auraient été loguées dans l'objet activité aussi de Salesforce, au milieu de toutes les activités commerciales, donc tous les emails qui s'envoient, tous les messages LinkedIn, tous les appels, et il y aurait eu tout un brouhaha d'informations dans ce même petit objet dans Salesforce qui aurait rendu, et on a essayé en plus, ça rend en fait la lisibilité de l'information très très ardue, et c'est pour ça qu'on a fait le choix j'ai fait le choix de passer via un objet custom pour qu'il soit plus lisible, qu'en un coup d'œil le commercial sache voilà les 3 derniers points de conversion de mon contact, et puis passer par un objet custom me permet aussi de mettre en place un système d'alerting un peu custom aussi via Slack. Et donc, ça me permet à tous les niveaux d'être plus efficace dans la retranscription des activités marketing sur un contact. Merci. Alors, juste pour nos auditeurs, ça c'est l'avantage du best of breed, c'est d'avoir la meilleure solution de chaque partie. Et donc, typiquement, vous avez choisi Salesforce sur la partie CRM pour sa flexibilité, etc. Paul nous en avait parlé. Et vous avez choisi HubSpot pour la partie marketing parce que c'est sur le sujet du marketing, sûrement la solution la plus complète. Tu pourras confirmer ou infirmer. Donc ça, c'est l'avantage, c'est d'avoir le meilleur. L'inconvénient, c'est un plus gros travail d'intégration que tu as fait là avec ces objets custom, etc., qui existerait plus nativement si tu étais tout HubSpot ou tout Salesforce. En tout cas, tout HubSpot, c'est sûr, parce que c'est la même fiche contact, que ce soit du côté du marketing ou des ventes. Si on va plus loin, est-ce que tu utilises ton objet custom aussi dans une logique de lead scoring et typiquement aussi d'alignement marketing-vente pour que les commerciaux puissent un peu mieux évaluer la qualité du lead, donner de la fiabilité au score pour pas que ce soit qu'une boîte noire, ce genre de choses? Oui, absolument. En fait, cet objet custom me permet, d'un point de vue lead scoring, de créer des listes qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus scalables que d'essayer d'aller récupérer les activités telles qu'elles sont inscrites nativement dans HubSpot. Et donc, j'arrive à avoir un scoring qui est de plus en plus dans une logique incrémentale et pas dans une logique où on additionne tous les points de conversion. Sachant que pour le lead scoring, il y a un autre objet que j'ai créé, non pas uniquement pour le lead scoring, mais qui me permet d'être plus scalable aussi, qui sont en gros une forme d'historicité des formulaires dans HubSpot, qui n'est pas créé nativement non plus. C'est-à-dire ? J'avais une problématique, étant la seule gérant les opérations marketing chez Pigment et ayant une équipe marketing qui grandit, il y avait beaucoup de monde qui créait beaucoup de formulaires de tous les côtés. Et parfois, plusieurs formulaires allaient être créés pour le même asset, parce qu'on allait avoir plusieurs formulaires sur LinkedIn Ads, puis un formulaire pour Google Ads, en français, en anglais, etc. J'utilise les formulaires, notamment comme point de conversion, pour créer ces fameux engagements qui me servent pour tracking des conversions, le premier objet custom dont je parlais. Mais à chaque fois qu'un nouveau formulaire était créé, ça me déconnectait la création de l'engagement dans HubSpot, et donc on perdait le point de conversion du contact. En tout cas, on le perdait côté commercial parce qu'on n'avait pas cet objet qui était créé. Donc, pour pallier cette problématique-là, il fallait que je puisse traquer les formulaires soumis via une typologie ou alors un nom de formulaire, chose qu'on ne peut pas faire dans HubSpot. On ne peut pas dire « je veux créer une liste sur tous les contacts qui ont eu un formulaire de type A » ou tous les formulaires qui contiennent le mot « webinar » dedans. Et donc, j'ai créé un objet custom qui log l'historique de tous les formulaires avec un type, une région, un niveau de funnel, un nom unique de formulaire. J'ai demandé au marketing de suivre un process très précis de rédaction des formulaires pour que chaque formulaire qui est lié au même asset ait au moins un même tronçon de nom. Et donc, à ce moment-là, je peux faire des listes qui disent tous les contacts qui ont soumis un formulaire contenant tel tronçon dans leur nom vont créer un engagement de ce type-là et vont être scorés de cette manière-là. Et donc, ça me permet en un seul mapping, ce que j'appelle des mappings, c'est la connexion entre les différentes conversions et les différents objets, d'avoir tous les formulaires et tous les canaux d'un seul. Chose que j'avais pas avant, il fallait que je les remappe à chaque fois. Et quand tu disais que c'est incrémental,
Par incrémental, j'entends un type de scoring qu'on fait encore un peu, mais qu'on fait de moins en moins, c'est un contenu A va scorer 20 points, un contenu B va scorer 20 points, et donc on les additionne comme ça. Le problème de ça, c'est qu'on est limité dans HubSpot à 100 critères de scoring, et donc au bout d'un moment, on va créer tellement d'assets qu'on va être limité, on va devoir soit en retirer, soit faire des petits paquets. Et donc, une logique de scoring incrémental, elle est plutôt pas de scorer individuellement chaque asset, mais de les scorer par catégorie et de dire, je vais donner 10 points quand on a téléchargé un contenu, je vais donner 20 points quand on a téléchargé 2 et je vais donner 50 points quand on en a téléchargé 3 et plus. Et donc, on les score par catégorie et par nombre de téléchargements. Et donc, avec cette logique de catégorisation de formulaire et de catégorisation d'engagement, les deux objets custom, je peux faire du scoring sur des typologies de conversion. Je peux les compter. J'ai des workflows dans HubSpot qui comptent les typologies de conversion. Et donc, je peux faire une logique de lead scoring incrémental qui me permet d'économiser des critères et d'aller un peu plus loin. Ouais, et puis de vraiment distinguer ceux qui sont vraiment engagés de ceux qui consomment plein de contenu. Exactement. Et les logiques d'objets custom aussi me permettent plus facilement, alors je pense que de toute façon c'était possible dans Salesforce, mais me permettent plus facilement d'avoir la donnée de conversion, la date, et de pouvoir plus facilement mettre des limites de date dans le scoring, de dire ok, je veux que l'engagement ou alors l'historique de soumission de formulaire a été il y a 90 jours et après ça le score il se perd. Ce qui est beaucoup plus compliqué si je prends mes données webinar, elles sont formatées d'une certaine manière parce que c'est une intégration, mes données LinkedIn, elles sont formatées d'une autre manière, mes données native HubSpot encore d'une autre manière. Et donc au moins comme ça, j'ai une unicité de toute la donnée de toutes les plateformes utilisées par le marketing et je peux avoir la même structure de scoring, la même structure d'historique et la même structure d'engagement sur les conversions. Super intéressant. Là, on a beaucoup parlé donc de l'information que tu envoies aux sales pour mieux qualifier les leads, leur donner plus de matière sur les leads. C'est quoi l'information que tu remontes des sales vers le marketing et comment tu l'utilises? Ça relève plutôt du reporting, mais ça va me permettre de valider l'efficacité du funnel et la vélocité du funnel. Je vais regarder deux tronçons plus particulièrement. Ça va être l'étape entre un lead qualifié et une opportunité et les étapes entre une opportunité acceptée et une opportunité créée, une opportunité acceptée par les sales. Ces deux bouts-là, je vais aller regarder si les leads qualifiés sont correctement engagés dans les temps, quelle est la proportion des leads qui sont acceptés par les sales et ceux qui ont été disqualifiés par les sales. Et je vais aller regarder la proportion qui arrive à certaines étapes d'opportunité. Et donc ça me permet ensuite de retransférer cette donnée au marketing pour dire, voilà, sur tel canal, on va assez vite, il y a une bonne vélocité, il y a une bonne efficacité, ou alors sur tel canal, les leads qualifiés qu'on transmet sont en fait finalement pas si qualifiés, donc il va falloir peut-être faire un targeting qui est un peu différent, ou de mon côté en tant qu'ops, ça me permet de chiader un peu plus les critères de qualification d'un lead. Et donc, toute cette information-là de l'activité commerciale, je la rebalance côté marketing pour affiner les canaux qu'on active, affiner les investissements qu'on fait, affiner les process pour être sûr qu'on a un funnel de plus en plus efficace. Et donc, tu es surtout sur la jointure, en fait, entre marketing et vente, donc la qualification le fait d'accepter les leads, ce genre de choses. Tu vas pas nécessairement jusqu'à la vente pour remonter l'ensemble du funnel avec... et calculer un coût d'acquisition par client finaux. Si c'est quelque chose que je fais, aujourd'hui on a une donnée marketing qui reste assez jeune, assez récente. Il y a eu beaucoup de changements dans les derniers mois. Et donc aujourd'hui j'ai pas assez de données de vente côté marketing, parce que les deals mettent du temps à se closer, c'est normal. Et donc je peux pas aujourd'hui faire énormément de calculs de ROI. Et de faire énormément de calculs de CAC par canaux. Surtout qu'on essaye d'avoir une vision plutôt macro de ce qui se passe au marketing. On a des canaux qui vont coûter cher et qui vont être un peu moins performants et d'autres qui vont coûter moins cher et qui vont être très performants. On essaie d'équilibrer ces deux aspects-là. Mais je fais ce type de calcul, donc je vais avoir un rôle qui est sur le tout début du funnel jusqu'à la toute fin du funnel. Mais là où j'ai aujourd'hui le plus d'activité, ça va être sur cette jointure entre ce qui se passe quand le marketing qualifie quelque chose et c'est transféré aux sales. Le jour où cette jointure-là sera
sera très très fonctionnelle. Je passerai à d'autres étapes du funnel, mais aujourd'hui c'est celle qui est la plus importante pour tout le monde. Ouais, bah t'as raison. Moi, je fais pas souvent le parallèle avec la théorie des bouchons. Et il faut d'abord traiter là où c'est embouteillé. Ça sert à rien de traiter là où c'est relativement fluide. Donc, il faut traiter un problème après l'autre. Et je trouve ça assez pertinent. Et ce qui est aussi assez pertinent, c'est que effectivement, c'est là que ça coince, c'est là que c'est difficile, c'est là que tu peux rapidement faire évoluer les choses. L'information sur le closing et la vente, elle est intéressante parce qu'elle te donne une donnée utile, mais finalement, compte tenu du cycle de vente, pas si actionnable que ça dans le temps. Tu peux moins la faire évoluer dans le temps, c'est beaucoup plus lent. Donc c'est intéressant de se rendre compte qu'on peut pas travailler sur tout en même temps et qu'il y a des choses à prioriser et à traiter en fonction de la capacité à les faire évoluer. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur ce cycle retour entre les sales et le marketing que tu veux illustrer, ou on peut adresser aussi quelques autres points d'outils que tu utilises? Vraiment, ces deux tronçons-là, donc de lead qualifié à opportunité, d'opportunité créée à opportunité acceptée, c'est les deux tronçons les plus importants sur lesquels je reporte et sur lesquels je peux transmettre de l'information au marketing. Évidemment, je vais aller avoir des échanges parfois plus qualitatifs avec les commerciaux pour essayer d'avoir plus d'informations que une simple base de données me donnerait pas. Après, d'autres informations vont être être échangées entre les commerciaux et le marketing directement sans passer par moi. Donc c'est pas les seules informations qui se transfèrent, mais c'est les principales. Super. On va un peu ouvrir sur les autres outils que tu utilises, parce que tu me disais que tu utilisais l'Operation Hub, que tu utilisais la plateforme d'échange N8N, qui est une alternative à Zapier que plus de gens connaissent. Comment tu utilises ces autres outils? Pourquoi faire? Pour agréger quelles données? Là, on a beaucoup parlé de la relation entre HubSpot et Salesforce dans cette logique best of breed, mais j'imagine que l'Operation Hub et N8N vont te servir aussi à connecter plein d'autres choses dans cet écosystème. Oui, c'est le cas. J'ai pris le Hub Opération dans HubSpot justement pour me faciliter plein d'automatisation. Le use case principal qui m'a poussé à prendre le Hub Opération, c'est la possibilité d'envoyer des webhooks à l'extérieur via les workflows HubSpot. Ce qui me permet en fait de ne pas passer par les triggers natifs d'outils d'automatisation comme N8N et Zapier, mais de pouvoir faire des triggers beaucoup plus granulaires directement dans HubSpot avec la donnée HubSpot, et donc d'économiser des calls API. J'utilise ces webhooks pour aller chercher de la donnée dans d'autres outils, notamment pour des workflows d'enrichissement, par exemple. Quand j'ai un lead qui est créé dans HubSpot, pour pouvoir le qualifier, j'ai besoin d'un certain nombre de données, au moins 10 points de données différents, qui vont me permettre de savoir d'où vient sa boîte, quelle est la taille de sa boîte, quel est son poste, sa profession, quel est son prénom, nom, etc. Et donc, cette donnée d'enrichissement, je vais aller la chercher dans des outils qu'on a et je la trigger dans HubSpot via les webhooks. Ensuite, je vais aller créer des workflows d'enrichissement dans N8N. Et une fois qu'N8N a récupéré l'information, je la reparachute dans HubSpot. Donc ça, c'est un premier use case sur lequel j'ai besoin du Hub Opération. L'autre situation dans laquelle j'ai besoin de ce genre de trigger-là, c'est justement pour synchroniser les objets custom que j'ai, les engagements, les points de conversion dont je parlais plus tôt. J'ai la possibilité, via l'intégration entre HubSpot et Salesforce, de synchroniser des objets custom, mais ayant déjà des difficultés à synchroniser des objets standards, parce qu'il y a énormément de volume de données, il y a des différences de structure. J'ai pas tout de suite envie d'aller m'amuser à essayer de synchroniser des objets custom via l'intégration, donc je passe par N8N. Ce qui fait que les objets sont pas directement synchronisés. Juste quand un objet est créé dans HubSpot et que le contact est synchronisé dans Salesforce, il va y avoir un trigger dans HubSpot. N8N va créer l'objet ensuite dans Salesforce, mais il n'y a pas de synchronisation en tout temps. D'accord. Ça, une autre utilisation que j'ai d'N8N et du Hub Opération. Et puis à côté de ça, le Hub Opération est très utile pour ce qui est de nettoyer de la donnée, de vérifier de faire du bon reporting de données, ou alors de faire des petits scripts de déduplication de contacts, de matching de données, ce genre de choses qui
sont faisables dans des outils tiers d'automatisation, mais je trouve ça quand même plus facile d'avoir directement cette information dans HubSpot quand je peux. Super, on arrive au bout de cet épisode. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux ajouter avant que je te pose la question finale de ce numéro? Non, écoute, je pense que j'ai abordé plein de sujets. Les opérations marketing, c'est quelque chose de très vaste et de très méconnu. C'est souvent un rôle qui est absorbé par des fonctions RevOps, mais c'est souvent des rôles de gens qui sont pas spécialistes. Donc c'est assez valorisant pour moi d'être spécialiste de ce sujet-là chez Pigment. Et il y a plein de sujets à aborder. Et aujourd'hui, j'en ai abordé quelques principaux, mais c'est assez passionnant. On parlait des sales, mais j'imagine que tu as des interlocuteurs SalesOps aussi en face de toi, ou pas spécialement? Oui, dans l'équipe opération, aujourd'hui on est 9. Il y a des gens en data et il y a pas mal de RevOps qui sont eux spécialistes de petits tronçons de la fonction commerciale. Certains vont être sur des book of business, d'autres vont être sur des fonctions de contracting. Mais sur la partie marketing ops, il y a que moi aujourd'hui et j'interagis avec eux typiquement sur des sujets de funnel beaucoup plus lointains de closing ou de création de clients ou de contracting. Eux, ils vont être plus spécialisés sur le sujet, donc c'est eux qui vont s'en occuper, même pour le pipeline marketing, par exemple. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas besoin de m'en occuper parce qu'il n'y a pas besoin d'une expertise marketing pour s'occuper de ce genre de sujet-là aujourd'hui. Et donc la dernière question, quelle est la prochaine étape de ton aventure HubSpot? Alors aujourd'hui, on travaille sur un gros projet qui implique HubSpot, mais qui implique un peu tous nos systèmes de données. On a besoin, parce que pour pouvoir aller plus loin dans la façon dont on traque, dont on mesure nos objectifs et dont on traque les points de conversion sur nos comptes et sur nos contacts, on a besoin de restructurer complètement le système de données qu'on a pour pouvoir avoir la granularité dont on a besoin sur les analyses de la donnée marketing, mais aussi sur les analyses de la donnée des équipes partenaires ou des équipes commerciales. Et donc, on est en train de construire un système lié à HubSpot, principalement sur la donnée marketing, mais aussi lié à tous nos autres systèmes, donc Salesforce et tous les autres systèmes qu'on a, tous les autres outils, pour pouvoir créer un log de tous les points de conversion qui nous servira derrière à mieux traquer la donnée, à mieux traquer l'influence du marketing, à mieux traquer son impact, potentiellement à créer un système d'attribution multitouch en interne. Donc c'est un gros projet data qui aura beaucoup d'impact sur la façon dont on mesure la performance des équipes commerciales et marketing. Et que vous allez héberger où? Aujourd'hui, on pense que la meilleure façon d'héberger cette donnée, c'est de la passer dans BigQuery. Donc de récupérer toute la donnée de nos systèmes, Salesforce, HubSpot, etc., via d'autres systèmes comme par exemple Segment. C'est encore en cours de discussion. Et d'ensuite la mettre dans BigQuery et bien évidemment d'utiliser ces données BigQuery ensuite dans Pigment pour faire du reporting. Aujourd'hui, pour nous, la meilleure façon de mesurer la diversité de nos canaux et la diversité de nos points de conversion cross-équipe, c'est de tout mettre dans Pigment parce que c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus simple de réconcilier la donnée dedans. Super, on voit que vous avez un usage vraiment avancé. C'était hyper intéressant de discuter avec toi, Camille, et avec Paul la dernière fois. Cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous aussi, vous avez pas mal appris. Et si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30 avant de partir. N'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Camille, salut. Merci Gabriel. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.